Mis à part son régime communiste, la Chine avait fini par passer aux yeux de certains Occidentaux pour un gentil géant se développant à grands pas, désireux de faire partie de la grande famille internationale, industrieux et ingénieux. Le hic, c'est que la Chine communiste s'accommode pour l'instant fort bien d'un capitalisme débridé couplé à un État politiquement rigoriste. Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Les États-Unis avaient cru que l'émergence d'une bourgeoisie chinoise favoriserait une éclosion sociale et politique. Pas de chance, c'est le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, la Chine réclame plus que son économie florissante, qui n'exclut d'ailleurs pas des poches de pauvreté, mais elle réclame un droit à partager le monde avec les États-Unis, si ce n'est à le dominer exclusivement. La Chine contre l'Amérique, le duel du siècle, c'est le titre de l'ouvrage que viennent de publier Alain Frachon et Daniel Vernet. Alain Frachon nous fait le plaisir d'être avec nous. Vous êtes directeur intérimaire de la rédaction du quotidien français Le Monde. Merci d'être là. Quand vous dites dans votre livre, c'est une confrontation, c'est presque une guerre. Est-ce qu'il y a, à votre avis, des options militaires, même sur la table, posées d'un côté et de l'autre, aux États-Unis comme en Chine ? Eh oui, Gauthier. Oui. D'ailleurs, on y pense, ils y pensent, parce que quand on a été faire notre enquête à Pékin comme à Shanghai, on a rencontré des politologues, des universitaires, mais aussi des spécialistes des questions militaires, et tous, évidemment, n'excluent pas que dans la zone qu'ils partagent, le Pacifique occidental, notamment dans cette vaste zone maritime, eh bien, non pas que les États-Unis et la Chine en viennent à un conflit généralisé, ce sont des puissances nucléaires, ce sont des puissances très indépendantes interdépendantes, sur le plan économique et financier, mais on n'exclut pas un accrochage limité. Après tout, ce n'est pas par hasard si les États-Unis ont décidé que d'ici à 5 ans, 60% de leurs bâtiments de guerre seront dans cette zone. Et ce n'est pas par hasard si le type d'armement que déploie l'armée chinoise a un objectif unique, chasser la marine américaine du Pacifique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, on va prendre les États-Unis pour commencer, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paranoïa américaine qui voit à travers son propre déclin une Chine monstrueusement effroyable, alors que les Chinois eux-mêmes peut-être ne se perçoivent pas encore comme si puissants, puisque souvent la Chine dit « nous sommes encore un pays du tiers-monde ». Je renverserai la formule. D'accord. Je dirais plutôt que lorsque les États-Unis regardent la Chine, ils pensent à leur propre déclin. Ils voient un pays capable de se doter d'infrastructures ultramodernes, aéroports gigantesques, centres commerciaux monstrueux, trains à grande vitesse sillonnant le pays, etc. Alors qu'eux-mêmes ont des infrastructures qui s'effondrent, des ports, des ponts en mauvais état, des aéroports bondés, etc. Ils ont du mal à prendre des décisions politiques, le système politique à Washington marche mal, et en face d'eux, ils ont une autocratie qui prend des décisions et qui est capable de les faire appliquer, bien ou mal. Et donc les États-Unis, quand ils regardent la Chine, d'une certaine manière, eh bien c'est une image qui leur renvoie celle de ce qu'ils perçoivent comme un déclin. Nous pensons que ce déclin est tout relatif. Et tout relatif, c'est tout relatif. Il existe, mais il est très relatif. C'est-à-dire que, si vous voulez, certes, la Chine est la deuxième puissance économique du monde depuis 2011. Les États-Unis restent de très loin la première puissance économique du monde. Regardez quelques chiffres seulement. Avec 5% de la population mondiale, les États-Unis produisent près du quart du PIB mondial. Je ne sais plus si on dit PNB ou PIB. La Chine, elle, avec une population de 1,3 milliard d'habitants, dont 5 à 600 millions sont encore dans la grande pauvreté, eh bien la Chine produit 12%, je crois, du PIB. Elle va monter très vite à 20%. Mais ça vous donne une idée. Les États-Unis restent le numéro 1 militaire incontesté, le numéro 1 technologique et scientifique incontesté, et je dirais même le numéro 1 culturel incontesté, dans la mesure où la culture populaire américaine a toujours un immense succès dans le monde, et particulièrement en Chine.
Alors pourquoi dans ce cas les États-Unis se sont presque tirés une balle dans le pied en favorisant cette expansion chinoise? Est-ce que c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils se disaient finalement ça peut renverser le régime communiste? C'était la seule raison? Exactement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a là quelque chose qui relève de l'idéalisme américain, de cette conviction qu'au fond les trois libertés du libéralisme vont ensemble, liberté de penser, liberté politique, liberté de commercer, liberté d'entreprendre. Et les États-Unis ont été surpris de voir que la deuxième économie du monde, qui entreprend ses réformes pour passer à la libre entreprise, plus ou moins, au milieu des années 70, eh bien, elle est toujours dirigée par un parti communiste, marxiste-léniniste, de 83 millions de membres et qui n'entend pas du tout céder le pouvoir, qui a même le monopole absolu sur le pouvoir politique et économique. Alors, il y a eu une surprise américaine, c'est vrai, vous avez raison de le pointer. Peut-être y avait-il eu une naïveté américaine de penser que le développement économique, mécaniquement, entraînerait la démocratie politique. Ça n'a pas été le cas. Alors, une naïveté, je dirais, qui est presque un paradigme marxiste, puisque ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quand il y a une bourgeoisie, elle veut des libertés, elle existe en Chine, et finalement, elle se contente de sa réussite économique. C'est compliqué. Imaginez, nous ne sommes pas des spécialistes de la Chine, Daniel et moi. On a interrogé énormément de gens, on a interrogé énormément de spécialistes sur place. Mais on a cru comprendre cela. Vous êtes, vous accédez, vous êtes chinois, Gauthier, vous accédez à la classe moyenne ou à la classe moyenne supérieure. Vous avez un appartement de 100 mètres carrés dans un immeuble correct. Vous avez une voiture, vous avez 3 semaines de vacances, etc. Et vous commencez à consommer des produits qui relèvent un peu des produits de luxe tels qu'on l'imagine en Europe ou aux États-Unis. Mais au fond, la démocratie, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire de donner aussi la parole à 700 millions de gens qui sont les défavorisés, dont vous ignorez absolument dans quel sens ils vont voter. Donc c'est très compliqué cette question. On a eu le sentiment que cette classe moyenne chinoise, elle est partagée, elle est, si vous voulez, elle est transpercée de tropismes totalement contradictoires. Elle est sur Internet, massivement. Sur Internet, elle revendique une grande liberté de pensée. Elle revendique une grande liberté politique. Elle manifeste aussi son nationalisme. Elle manifeste ses peurs, ses paranoïas. Donc, si vous voulez, c'est une situation assez compliquée où l'on ne peut pas dire de manière catégorique que la classe moyenne chinoise porte aujourd'hui une volonté de démocratie qui serait supérieure à sa volonté de stabilité. Cette dernière arrangeant bien le système. Et donc d'aspiration à résoudre ses propres contradictions. Exactement. Vous avez prononcé le mot d'Europe. Elle est quoi dans cette histoire, l'Europe? C'est niente, comme on dirait en italien? Bon, c'est pas niente parce que chaque pays européen a commencé par l'Allemagne, qui a un statut particulier, qui est le seul pays européen véritablement que les Chinois prennent au sérieux. Elle n'est pas, si vous voulez, absente. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là commercent massivement avec la Chine. Quant à l'Union européenne, le grand marché, je crois qu'il est à l'heure actuelle le premier débouché des exportations chinoises. Donc d'une certaine manière, il faut que les Chinois soient gentils avec les Européens. Mais en tant qu'entité diplomatique, politique, militaire, elle n'existe pas. Or, ça compte pour les Chinois. Les Chinois respectent le pouvoir. Et le pouvoir pour eux, au début du XXIe siècle, le pouvoir politico-diplomatique, il est fondé sur une puissance militaire où il n'est pas. Et en ce sens, l'Europe n'existe pas à Pékin. Alors, à vous écouter, si on rassemble un petit peu ce qu'on a dit, on peut penser qu'il y a entre les États-Unis et la Chine une relation presque... on va dire amour-haine, attraction-répulsion, complémentarité et en même temps dépendance. Vous la caractériseriez comment, cette relation? Je dirais que c'est une relation à la fois de fascination, parce que quand on se promène en Chine, on est frappé à l'intérieur comme sur la côte, pas simplement dans la Chine la plus développée, mais dans les villes qui se développent massivement à l'intérieur, parce que le développement économique chinois maintenant va à l'intérieur, il a quitté la côte. Ils construisent leur ville comme les Américains. Voilà. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'autre idée de la modernité que la modernité américaine. Ils sont fascinés par la technologie américaine.
Steve Jobs était un héros chinois. Les magasins Apple sont pris d'assaut. Les comédies musicales de Broadway déferlent sur la Chine, sans parler du cinéma américain et des feuilletons télévisés américains. Donc, si vous voulez, l'Amérique a du succès en Chine. Les Chinois aiment l'Amérique. Et en même temps, les Chinois ont le sentiment que l'Amérique veut les empêcher de devenir le numéro un. Ils ont le sentiment que l'Amérique les encercle par le Pacifique ou essaye de constituer une coalition de pays qui entourent la Chine pour empêcher la Chine d'afficher pleinement son pouvoir politique ou en tout cas un pouvoir politico-militaire correspondant à sa force économique. Il y a les deux sentiments mêlés. Et donc la Chine serait à la fois un mixte entre ce qu'elle souhaite être au niveau mondial et culturellement influencé par les États-Unis. Par les États-Unis, Merci certainement. Infiniment, Alain Frachon. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Toutes les informations continuent en 3 langues, en français, en anglais, en arabe. Merci de votre attention.